Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Adopté à plus de 3 000 milliards de francs CFA, le budget de l'État 2023, le ministre d'État Romuald Wardani a suscité l'adhésion autour du texte de loi de finances, mais l'Argentier national a dû faire des concessions aux amendements des députés. Et pas de concession à la mauvaise gouvernance des entreprises publiques. Le gouvernement sanctionne et les citoyens applaudissent. En cause des indélicatesses à la CIRAT, la société en charge des infrastructures routières. On connaît assez l'ivresse du plaisir à circuler sur les nouvelles routes asphaltées, mais on s'attarde peu sur leurs effets économiques. Arrêt sur asphaltage et embellie économique dans ce journal. Merci pour votre fidélité. La barre des 3 000 milliards est donc franchie. Le budget 2023 de l'État béninois voté aujourd'hui est en hausse par rapport à 2022 avec une augmentation remarquable du volet social. Budget 2023 voté à l'unanimité par les députés, non sans échange de bons procédés. L'Argentine nationale a dû concéder la presque totalité des amendements faits par les députés. Firme Bassao. C'est un budget ambitieux d'assurance et surtout l'impact attendu des différentes allocations qui a été apprécié lors du débat général par les députés désignés au sein de chaque groupe parlementaire, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Plusieurs mesures sont reconduites et de nouvelles introduites aussi bien au niveau des mesures douanières qu'au niveau des mesures fiscales. L'autre innovation, les prévisions des recettes en 2023 connaissent une nette progression de 19% par rapport aux prévisions de 2022 pour un montant de 1 840 milliards. Ceci est dû aux effets positifs des réformes engagées dans tous les secteurs par le gouvernement. S'agissant des dépenses publiques en 2023, les prévisions de dépenses budgétaires se sont accrues également de 15% par rapport à 2022 et s'établissent à 2 346 milliards de francs CFA. Quant à la dimension sociale du budget, on note un fort engagement pour la réalisation des objectifs de développement durable ODD, la revalorisation des salaires, le relèvement du SMIC, l'agriculture, l'asphaltage et amélioration du cadre de vie, l'accès universel de l'eau potable, l'énergie électrique avec la mise en place de capacités supplémentaires en 2023 pour ne citer que ces actions. C'est un budget de l'État à sensibilité sociale atteignant 45% du budget général qui a été voté par les députés. Et c'est avec un sentiment de satisfaction marqué que les députés ont voté le budget général de l'État 2023, le dernier qu'ait à voter la 8e législature. Au-delà de la forte inclination pour les attentes sociales, les parlementaires ont eu la fierté de voir la majorité de leurs amendements respectés par le gouvernement. Posture rare dans l'histoire des arbitrages budgétaires que souligne ici le président de la commission du budget et des finances de l'Assemblée nationale, Gérard Benochi. Tout a été fait dans les règles de l'art. Tous les ministres sectoriels sont passés, toutes les institutions de la République sont passées, les audiences publiques ont eu lieu, les séminaires d'appropriation, tout a été fait. Et les députés ont pu s'approprier du contenu du projet de loi de finances comme il le faut, ont formulé des amendements nourris qu'ils étaient par les suggestions faites lors des audiences publiques. Et ce que nous pouvons constater cette année, c'est que la plupart des amendements qui ont été formulés par les députés, soit 26 au total, 22 amendements ont reçu un avis favorable du gouvernement. Il n'y a que 4 qui n'aient reçu que d'avis réservé, avec promesse de les étudier en cours de gestion. Ça veut dire que nous avons 0 amendement rejeté. Donc c'est ce qui contraste avec le passé où nous avions des amendements rejetés. Ça veut dire que la collaboration avec le gouvernement s'est bien passée. Et puis, le dialogue entre l'Assemblée nationale et le gouvernement s'est bien passé. Les députés ont joué convenablement leur rôle de représentant de la nation, de représentant des populations, ont pu donc, par les amendements soumis au gouvernement,
l'orientation qu'ils ont souhaité donner au projet de loi de finances. Et puis la hausse progressive du budget se consolide depuis 2016 au Bénin. Qu'est-ce que cette tendance dit de la gouvernance du pays? Les députés des deux groupes parlementaires ont eu l'occasion de s'exprimer sur cette évolution lors du débat général. Firmin Bassao nous propose quelques séquences. Nous étions ici pendant un bon moment de la gouvernance Kérékou. Rappelez-vous encore, le dernier budget en 2006 qu'on a connu, c'était un peu moins de 600 milliards. Budget général de l'État pour faire fonctionner le même Bénin. Toute la présidence du docteur Bouniaï, nous étions, vous et moi également ici, pendant un bon moment. Le budget caracolait autour de 1800 milliards maximum. On descend 1200, 1300, en tout cas, pas plus de 1800. Pour le même Bénin, les dimensions n'ont pas changé, les peuples n'ont pas changé. Alors, depuis Talon, avec le ministre des Finances, vous voyez ce qui se passe. 2000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 milliards. Le même pays. Je voudrais espérer que la 9e législature puisse maintenir le cap. Parce que le défi qui est lancé à notre nation, à notre pays, c'est que, est-ce que ces nombreux projets, parce que quand le président Talon est arrivé, il a dit qu'il va asphalter, et moi je suis de Cotonou, qu'il va asphalter tout Cotonou. Je remarque que nous n'avons pas encore eu l'asphaltage dans tous les quartiers de Cotonou. J'espère que la 9e législature va continuer avec cette collaboration pour donner les moyens au gouvernement de pouvoir continuer et bien achever ce qu'il a entrepris. J'ai 2 recommandations. Monsieur le Président, vous savez que d'ici là, le Parlement va changer de visage. Et l'une des recommandations fortes que je voudrais faire pour le budget 2024 est relative à la maîtrise des emplois dans notre pays. Parce qu'on ne l'a pas pour 2023. Les aspirants, chaque année, on en parle. Quelqu'un est aspirant, il est déployé une fois, 2 fois. Troisième année, son nom disparaît, le nom revient. Je voudrais solliciter vraiment. Et qu'il plaise au ministre des Finances et à ses collègues des enseignements primaires et secondaires qu'on stabilise un peu cette corporation. Que quelqu'un qui est déployé une fois, 2 fois, qu'on trouve des moyens de capitaliser l'expérience. Matinée d'échange avec les clients grands comptes de la SBEE, démarche innovante du ministre de l'Énergie pour créer avec les patrons des grandes entreprises un espace interactif de discussion sur leurs besoins spécifiques. Lénaï Kabazaou et Simon Villon ont assisté au premier rendez-vous SBE Grand Compte. Reportage. C'est une nouvelle approche de Jean-Claude Oussou. Les gros clients de la SBE, grands consommateurs d'énergie électrique au Bénin, sont invités à discuter avec les responsables en charge du secteur. Une séance explicative et interactive. Les grandes avancées et nouvelles offres dans le domaine énergétique sont exposées, ainsi que les moyens déployés pour la satisfaction de la clientèle. Si j'ai voulu ce rendez-vous, c'est qu'on prenne l'habitude de se parler, d'apprécier les difficultés que vous rencontrez, qu'on prenne l'habitude de vous montrer ce qui est en train d'être fait. Je sais, il y en a qui sont un peu satisfaits, d'autres pas du tout, d'autres en colère. Évidemment, j'en suis conscient, la SBE en est conscient. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. La priorité numéro 1 pour la SBE, c'est de replacer le client au centre de nos priorités. C'est un défi tous les jours, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Pour ces chefs d'entreprise, la démarche est salutaire. La rencontre permet de mieux appréhender certaines réalités. Beaucoup d'efforts sont faits. On constate qu'il y a de l'amélioration, mais il reste encore à faire. L'espoir que le chef d'État porte essentiellement sur le développement économique du Bénin nous fait dire que voilà, nous avons confiance
et nous attendons bien sûr que les résultats soient là. L'énergie est un intrant important pour le fonctionnement des usines et industries. Le ministre de l'Énergie entend œuvrer pour la pérennisation de l'initiative afin de mieux accompagner les grandes entreprises. 2 rencontres dans la matinée de ce jeudi à l'agenda de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. La première avec le nouveau représentant du programme alimentaire mondial et la seconde avec une délégation des médecins du monde. Le cœur des discussions avec Ola Rodrigue Babarito et Bernard Diobé. Quand elle se rend au cabinet de Mariam Tchabi Talata, cette délégation de médecins du monde veut renforcer la collaboration de l'ONG médicale avec le Bénin. Au cours de cette audience, la vice-présidente est mise au parfum des activités de l'association médicale humanitaire et donne à ses hôtes des orientations pour une meilleure contribution à l'exécution du PAG béninois. Les orientations que nous avons reçues de la part de Mme la vice-présidente ont été très enrichissantes. Ce sont des orientations en tout cas qui vont nous permettre de renforcer davantage ce qu'on fait et également de continuer à œuvrer aux côtés des autorités pour la satisfaction des populations vulnérables. Si Mariam Tchabi Talata a participé au conseil d'administration du PAM dans le cadre du programme d'alimentation scolaire, cette première audience de la journée sonne comme une obligation. Le nouveau représentant du programme alimentaire mondial est allé présenter ses civilités à la vice-présidente. Les deux autorités abordent la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire intégré au Bénin. Nous avons discuté un peu des questions liées donc à la mise en œuvre actuelle et aussi des perspectives pour pouvoir améliorer la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire intégré. J'ai écouté avec satisfaction Madame la vice-présidente et le directeur du cabinet qui ont vraiment mentionné leur disponibilité à continuer la bonne collaboration qui existe entre le gouvernement du Bénin et le programme alimentaire mondial. Le Bénin entretient de bonnes relations avec ses partenaires au développement et ces deux audiences en sont une fois de plus la preuve. Rupture du contrat du directeur général de la CIRAD, puis sanctions contre 4 autres agents révoqués ou licenciés selon leur statut, fonctionnaire ou contractuel de l'État. Ils ont été tous sanctionnés pour des irrégularités relevées dans la passation d'appels d'offres consacrée au déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, opération prévue dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou. Qu'en dit le peuple? Marcel Arrossi a posé la question à quelques citoyens rencontrés à Cotonou. On les écoute. Quand l'affaire a éclaté, on avait senti comme un silence, comme une inertie, une indifférence du gouvernement. Et donc d'aucuns se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'on veut noyer le dossier, on veut ranger l'affaire dans les tiroirs, comme on le dit souvent. Donc ce conseil des ministres-là vient nous montrer véritablement de quoi il s'agissait, parce que les faits ont été rétablis. Et à travers les sanctions qui ont été infligées contre les mises en cause, moi je perçois là une volonté du gouvernement à lutter contre la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, n'est-ce pas, dans laquelle s'illustrent certains de nos responsables déployés à la tête de certaines structures d'État. Jusque-là, on a eu connaissance que des sanctions administratives, il serait bien qu'on aille au-delà, que le dossier soit déféré devant la justice pour que les écheveaux soient démêlés à ce niveau-là et que les mises en cause subissent des tensions, des poursuites judiciaires comme cela se doit. Lorsqu'on se rappelle qu'à sa prise de fonction, le chef de l'État avait pris la lutte contre la corruption comme un point essentiel sur lequel il doit travailler avec son gouvernement. Donc lui-même il disait notamment que c'est un système qui avait avantagé tout le monde et que lui-même en a été bénéficiaire qu'à partir de l'instant qu'on doit arrêter. Donc je crois que nous devons tous nous mettre dans cette dynamique. Lorsque vous entendez par exemple dans un pays comme le Cameroun, on vous dit qu'il y a 5 000 milliards 6 000 milliards de francs CFA qui ont été détournés, ça donne de frissons. Je crois que nous devons accompagner le gouvernement et son chef dans la lutte contre la corruption afin que les maigres ressources dont nous disposons soient utilisées à bon escient pour toute la population béninoise. En dehors des mesures administratives, il faut aller au pénal. Je crois qu'il y a des tests de loi qui régent cela. Il y a une cellule actuellement qui est fonctionnelle depuis ce jour, je crois, au niveau de la présidente de la République qui doit permettre des dénonciations. Bon, ce sont des genres de best practices que nous devons instaurer chez nous afin que
tout soit normalement bien fait. Habituellement, nous disons que ce qui appartient à l'État n'appartient à personne, mais nous devons savoir que ce qui appartient à l'État appartient à tout le monde et que tout le monde doit surveiller ça pour que personne ne se l'approprie. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce 1er décembre la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette 34e édition est une occasion pour remobiliser les différents acteurs de la lutte afin de rappeler que cette pandémie n'est pas finie. La cérémonie de lancement de cette journée s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Les messages clés de remobilisation avec Yasmine Damata et Edmond Rongwa. Poussons pour l'égalité, c'est le terme de cette 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une manière de mettre fin aux inégalités afin d'atteindre l'objectif zéro sida d'ici 2030. Cette journée aura aussi permis de faire le point du niveau d'avancement de la riposte nationale contre le VIH-Sida. En matière d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le taux de transmission s'établit désormais en dessous du seuil de 5%, ce qui est un progrès très appréciable. Concernant les progrès vers les cibles de traitement 95-95-95, le Bénin a également engrangé de très bons résultats. Et en effet, le résultat se situe à 85-84-66. Un résultat reluisant qui a pourtant connu des ralentissements à cause des affres de la pandémie de Covid-19 et d'autres crises mondiales ces 2 dernières années. Notre ferme conviction est qu'avec l'opérationnalisation de la nouvelle politique de santé communautaire, le Bénin pourra parvenir à l'atteinte des 3x95 d'ici à 2030 en touchant tous les ménages, en sensibilisant les communautés à la base, en améliorant le dépistage ainsi que l'observance du traitement et en réduisant considérablement les perdus de vue. Cette cérémonie officielle de lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida a pris fin par la remise des prix Bénin PEPFAR Award et des prix au meilleur site PTME aux acteurs méritants. A suivi la séance de dépistage anonyme, gratuit et volontaire. Comment financer la protection sociale? Question au cœur d'une rencontre sous-régionale qui s'est achevée ce mercredi à Cotonou. Alexis Segbemon et Claude Digli ont tendu oreilles et caméras pour des éléments de réponse suivants. Parvenir à la protection sociale universelle, le nécessaire accroissement du financement, défis et perspectives. C'est le thème de cet atelier. Cette préoccupation a retenu l'attention des acteurs venus entre autres du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo. Nous avons appris à nous familiariser mieux avec le concept de la protection sociale. Nous avons eu à élaborer des pistes de solutions sur le financement inclusif et durable de la protection sociale. Également, les différentes discussions que nous avions eues nous ont permis de relever le rôle crucial des organisations syndicales et des mouvements sociaux dans la lutte pour la protection des intérêts de nos concitoyens. Suivant les intérêts de nos populations, les participants de cette rencontre de Cotonou ont abordé les questions relatives au financement de la protection sociale. Ils ont aussi échangé sur les pistes pouvant permettre l'élargissement de l'espace fiscal. De nos travaux, il est encore ressorti la nécessité pour les mouvements sociaux et organisations de la société civile de suffisamment renforcer leurs capacités pour être en mesure de faire des propositions techniques pertinentes aux décideurs et aussi de soutenir leurs actions de plaidoyer sur l'accroissement du financement de la protection sociale. Les participants ont souligné que la protection sociale reste l'un des 4 piliers de l'agenda travail décent promu par l'Organisation internationale du travail. Ainsi, plusieurs objectifs du développement durable sont retenus en faveur de la protection sociale. C'est l'une des grandes promesses sociales de l'offre sanitaire du Bénin. Eh bien, le chantier du plus grand centre hospitalier universitaire de référence promis par le président Patrice Talon avance à grands pas. Constat signé Jérôme Rongbo.
Le centre hospitalier universitaire de référence prend forme. Le gouvernement du président Patrice Talon réussit ce pari unique d'élever à un standard mondial le niveau de prise en charge des patients du Bénin et de la sous-région. Sur le chantier, les travaux avancent à un rythme impressionnant. Ouvriers, techniciens, ingénieurs, architectes, experts de différents domaines s'activent pour donner vie à ce projet exceptionnel. Les différents pans de ce joyau architectural se dessinent et laissent apercevoir tous les compartiments. 16 hectares, valorisés pour un centre hospitalier de haut niveau pouvant répondre aux aspirations du présent et du futur. Toutes les salles devant abriter les différents services sont déjà visibles. L'administration, les hospitalisations, les plateaux techniques, la pharmacie et les services connexes ont pris forme. La métamorphose est totale. Quelques échantillons des chambres d'hospitalisation déjà achevées qui montrent le confort dans cet hôpital. La volonté du gouvernement de conjuguer au passé les évacuations sanitaires s'écrit en lettres d'or. Le compte à rebours est lancé pour la concrétisation de ce beau rêve qui marquera le temps et les esprits. On descend à présent dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi, deux communes impactées par le projet asphaltage. Griserie et dépaysement, c'est l'expérience témoignée sur ces routes asphaltées d'ordinaire. Mais l'embellie économique, on ne s'y attarde que peu. L'intuition en est manifeste. Témoin d'ailleurs, les commerces qui fleurissent dans l'environnement des nouvelles routes asphaltées. Asphalte et embellie économique, sujet signé Lénaï Kakbazaou, Ramatou Lawani. Des commerces perlés et hétéroclites qui jonchent les artères de Cotonou, la capitale économique, et d'Abomey-Calavi, la cité dortoir. Subitement, avec l'avènement des pavés, que ça a donné une certaine émergence aux différentes activités qui sont menées tout au bord de ce pavé-ci. Je lui dis beaucoup merci par rapport à cela, surtout par rapport à notre zone ici qui était presque enclavée en saison de pluie. Une floraison d'étalage juxtaposée, favorisée par le projet asphaltage qui a métamorphosé les villes phares du Bénin. Aujourd'hui, il y a cette floraison de boutiques parce que la voie passe, parce que la population préfère emprunter ces as-là plus que les autres as. Et donc, quand la voie passe, les gens voient ce qui se vend et s'arrêtent. Pour quitter par exemple Vaudier à compter qu'on a, c'est rapide quoi. C'est rapide et puis il n'y a plus de l'eau qui va nous gêner comme avant, tout ça là. C'est plus accessible et c'est très joli. Et je remercie le gouvernement de Talon pour tous les travaux qu'il a eu à faire dans le pays, du nord jusqu'au sud. Je le félicite et du courage. Boutiques, ateliers, garages, restaurants, salons et autres locaux commerciaux connaissent une ruée des clients. Et pour cause. Il y a quelques années, cette voie était complètement dégradée, mais je vous assure, avec la nouvelle voie, les clients viennent plus. En fait, la voie est plus accessible, donc beaucoup plus de personnes passent, voient la boutique, s'arrêtent pour acheter et tout. Donc on peut remercier en fait le président en place, on remercie tous ceux qui ont contribué quand même à ce que le projet soit un succès. Je vais dire, bon, je suis ici maintenant, ça fait un peu longtemps, je suis ici depuis 1996 que je suis sur la voie là, avant que le pavé ne passe. Avant là, on n'avait pas l'accès. Personnellement, on n'avait pas l'accès avec les voitures, machin là, bon, on n'avait pas l'accès. Mais aujourd'hui, ça va. On est content de voir les clients viennent au jour le jour, quand n'importe quel moment qu'ils veulent. Et je suis content aussi.
L'impact économique du projet asphaltage est éloquent et patent. L'accès désormais facile au lieu où se mènent des activités économiques contribue à l'amélioration du chiffre d'affaires de chaque commerçant au promoteur. Ce qui, à coup sûr, va permettre à l'économie de se développer, de grandir, ce qui, à coup sûr, va permettre à ce que bon nombre de citoyens aient quand même le minimum. Aussi, nous pouvons voir que ce qui se fait impacte positivement le social. S'il n'y a pas la voie, vous savez que les activités ne fleurissent pas parce qu'il n'y a pas accès. Le social, ce n'est pas seulement ce que nous mettons dans nos poches. Le social, c'est ce qui impacte un bon nombre de citoyens de notre pays. Et c'est en cela que nous tirons un coup de chapeau au chef de l'État et son gouvernement. Au-delà de la circulation qui est plus aisée, des nids de délinquance et des poches d'insalubrité conjuguées au passé, c'est à un véritable boom commercial que nous assistons grâce aux travaux d'asphaltage. Implication du secteur privé dans la livraison des services digitaux de qualité. C'est le thème au cœur de la conférence trimestrielle des directeurs des systèmes d'information et de la digitalisation au Bénin. Assise tenue au Palais des Congrès de Cotonou à l'initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. William Aguiar, Petroni, Lokoso pour les détails. C'est une conférence des directeurs des systèmes d'information et de la digitalisation qui fait suite à la semaine du numérique et au lancement des activités de la SBIN, Société béninoise d'infrastructures numériques. Pour cette 10e conférence, l'implication du secteur privé dans l'accélération de la livraison de services digitaux de qualité préoccupe l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, initiatrice de cette rencontre périodique à travers son pôle système d'information et digitalisation. La conférence de ce jour tourne autour de l'accélération de la digitalisation et de l'administration béninoise. Cette accélération aujourd'hui, elle passe par, bien entendu, le travail des experts de l'informatique au sein des ministères. Pour réussir cette transformation, nous devons travailler et collaborer avec le secteur privé. Le développement économique implique évidemment une croissance du PIB. Le PIB, ce n'est pas vous et nous directement qui le faisons croître. C'est d'abord le secteur privé qui fait croître ce PIB. Nous sommes là pour créer les conditions pour l'émergence de ces acteurs privés-là. À cette conférence, la dernière de l'écosystème numérique de l'année, les participants sont également appelés à apprécier la mise en œuvre de plusieurs projets, mais aussi d'aborder plusieurs autres thématiques d'intérêt. Nous avons partagé avec tous les DSI des ministères un projet important qui est le Centre de transformation digitale. Le Centre de transformation digitale a un projet à 4 volets. La conférence des directeurs des systèmes d'information, c'est une 60aine de participants venus des ministères, agences et de la présidence de la République. Nous sommes à présent dans l'univers de la mode. Tombés les résultats du concours des modélistes et stylistes des collines. Et c'est Emmanuel Ouinsou de Savalou qui remporte le premier prix. Ce concours est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts. Instant créativité vestimentaire avec Christian Gandjo et Canel Capo. Seulement que ça a été très dur. Le président du jury le reconnaît. Il n'a pas été aisé de désigner le gagnant de ce concours de mode organisé au profit des modélistes et stylistes des collines. Les mannequins qui ont défilé au nom des 10 candidats ont ébloui le public par leur modèle. Au bout de chaudes concertations, le jury peut délibérer. Il n'est plus à présenter. C'est bien sûr l'heureux du jour, celui qui nous a accueillis dans sa terre natale, qui s'appelle alors Ouinsou Emmanuel. Je suis content et je ne sais pas comment m'exprimer. Et je voulais remercier le directeur d'avoir fait cet événement. Joséphine Capo de Banter prend la 2e place et Fulbert Samon de Savet finit 3e. Nous sommes satisfaits
Et s'il fallait le refaire, nous le referons encore les années à venir. C'est pour dire que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a vu juste en disant qu'il faut s'attacher à notre patrimoine culturel si tant est que nous voulons le développement. Et ce développement passe par la valorisation, l'identification de nos ressources naturelles, nos ressources culturelles. Nous venons une fois encore d'étonner, de révéler les talents couturiers du département des Collines. Les 3 premiers du concours reçoivent des matériels de travail et des enveloppes financières. Sur un tout autre registre, on va passer à un autre grand moment d'émotion avec les échos de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. 36 ans après, les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les 8e de finale, et ceci grâce à leur victoire contre le Canada. La différence a été faite en première mi-temps, un exploit dans ce groupe où les Lions de l'Atlas ne partaient pas favoris. Ils finissent premiers de groupe devant les vice-champions du monde, les Croates et les Belges. On y revient dans nos prochaines éditions. Pour le moment, eh bien, le duel Maroc-Canada a donc fini sur un score de 2-1 en faveur du Maroc, qualifié ainsi pour les 8e de finale. Un match bien suivi à Cotonou. On va suivre quelques réactions recueillies après le match. Qui peut se dégager. Le Maroc avait échoué en finale cette année-là. Le Maroc a élevé l'Afrique tout entière, ça fait beaucoup plaisir à nous tous. Les Canadiens aussi ont fait de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux. Juste, c'est le début, ils ont déjà raté leurs efforts. Cela les a ratés. Ils se sont battus comme des vrais guerriers. C'est ça qu'on attend de l'Afrique. Et si, selon moi, les informations, selon ma petite idée, je sais que le Maroc a été la première équipe africaine à être premier de sa poule. Donc voilà mes amis. En tout cas, les joueurs ont bien joué. Les Marocains ont très bien joué jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on attend des autres pays africains. Les Canadiens, bon, on dit qu'il y a toujours un dieu pour le foot. Donc je vois que le dieu du foot a été plus penchant pour les Africains. Les Marocains, eux aussi, ils ont bien joué. Ils ont fait de leur mieux. Mais dans un match, il y a toujours un perdant gagnant. Donc on considère le gagnant. Donc je préfère parler de mon continent d'abord, les Africains. Je suis très content parce que c'est l'Afrique qui gagne. Et ça fait déjà 2016. On vous souhaite du plaisir sur la suite de ce mondial sur les antennes de la télévision nationale. Merci pour votre fidélité, c'est la fin. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous. C'est déjà la fête dans les boutiques Vlisco. Le temps d'une soirée, Vlisco